Je vais donner ma deuxième stat du jour, moi, pour les San Antonio Spurs. On peut rester sur Wembanyama. Moi, c'est 1, le chiffre. Le chiffre, c'est 1. Alors, c'est pas son numéro de maillot. C'est le nombre de joueurs NBA qui ont à la fois plus de 2,5 possessions au pick and roll en tant que rollman, en tant que poseur d'écran qui plonge au panier, et 2,5 possessions aussi en tant que porteur de balle sur pick and roll. 1, c'est le seul de NBA qui a à la fois autant de possessions jouées pick and roll dans un rôle et l'autre. Enfin, en rôle, R-O-L-E du coup, à la fois en rollman, R-O-L-L, et à la fois en porteur de balle. Et c'est le seul de NBA qui est dans ces deux-là. Et après, je voulais quand même essayer de détailler un peu. Le truc, c'est que pour l'instant, en tant que porteur de balle, il est à 0,76 points par possession. Personne ne sait à quoi ça correspond, donc je vous donne le classement. Sur les porteurs de balle, c'est 79e sur 82 à l'efficacité. Donc 79e sur 82 à l'efficacité en tant que porteur de balle sur pick and roll. Donc il score très très peu quand il est dans ces situations. Il perd aussi beaucoup la balle. 24% de turnover dans ces situations. C'est 81e sur 82. Là encore, sur 82 joueurs avec un minimum de 2 possessions par match sur pick and roll. Donc il score peu, il perd beaucoup la balle. Mais en même temps, et je vais te lancer un peu là-dessus, mais moi je trouve que ces chiffres ne sont pas représentatifs d'abord. Enfin, je trouve que les chiffres sont représentatifs surtout du talent autour, c'est-à-dire qui est aussi faible, et les chiffres sont pas représentatifs cette fois de là où il est actuellement. Comme on a dit, il a beaucoup progressé toute l'année, et donc il y a aussi beaucoup de possessions qui sont prises en compte du début d'année ou de petit à petit, mais on a vu sur des matchs très récents de fin de saison, contre Denver notamment, où c'était la folie, quoi. C'était pick and roll inversé sur pick and roll inversé, lui en porteur de balle et un petit qui vient poser l'écran, et ça fait des résultats magnifiques. Et c'est pour ça que, je sais pas toi ce que t'en penses, mais je trouve que pour l'instant il est pas bon de facto sur l'ensemble de la saison, les chiffres de l'ensemble de la saison, et il est pas top tout court, mais parce qu'aussi il a peut-être pas le talent autour, quoi. Je pense qu'il y a deux trucs. C'est vraiment déjà, il y a le côté où, en fait, c'est arrivé assez tard, ces trucs. Enfin, tard, non, mais je sens que quand j'ai vu la première fois un pick and roll, justement, où c'était, je pense, Devin Vassell qui posait l'écran, ou Malakai Barnab, je sais plus qui c'était à ce moment-là, mais même, c'est quoi, en pré-saison, je sens en pré-saison, il y avait eu un pick and roll où c'était Jeremy Sohan, du coup, qui posait l'écran à Victor, et je me suis dit, mais. Alors, tu vois, pré-saison, j'étais pas prêt mentalement, j'étais là en mode Victor, je pensais pas qu'il allait faire ça, tu vois. Ouais. Et je vois ça me choque un peu. Et je sens qu'à ce moment-là, c'était une fois de temps en temps, vraiment, ça arrivait de temps à autre. Mais plus tu avances dans la saison, et plus on commence à faire ça, et plus c'était intéressant. Donc, je pense que si tu prends les stats de la fin de saison, encore une fois, Ouais. tu vois quelque chose, enfin, tu vois une vraie progression. Quand je disais tout à l'heure qu'il faut quand même, il faut pas être indulgent avec les rookies, c'est dans le contexte des awards, parce qu'il faut mesurer des joueurs qui sont vétérans et tout ça, qui n'ont pas d'excuses, et des rookies aussi, donc on peut pas leur donner d'excuses. Pour le coup, quand tu évalues quand même la saison d'un rookie en elle-même, tu peux quand même te dire, bon, il y a quand même une indulgence à avoir quand même, pas dans les awards, mais du coup dans l'évaluation, qui fait que tu peux te dire, voilà, il y a le début, on peut l'oublier un petit peu. Tu prends la fin de la saison, je pense qu'il est beaucoup plus performant là-dessus. Les Spurs sont aussi beaucoup mieux huilés par rapport à ça, collectivement parlant et individuellement parlant, ils savent vraiment mieux jouer autour de Victor. Et je pense que ce que tu dis sur le côté talent, c'est très vrai, parce que quand il a fait du coup avec Jeremy Sohan, par exemple, en fait, c'est ce truc où tu as un joueur qui ne peut pas ressortir à 3 points, qui va venir poser l'écran. Déjà, ça retire plein d'options C'est ça. offensives, et ça en donne beaucoup plus à la défense du coup adverse. Puis même, tu vois, si Jeremy Sohan veut prendre son 3 points, tu as vraiment le temps de sortir de l'écran et remonter vers lui, parce qu'il a une release beaucoup trop lente. Donc je pense qu'il y a quand même une question de personnel, effectivement. Et au-delà de ça, sur les pick and roll sur lesquels il joue porteur de balle, il y a aussi ce truc en fait, il perd beaucoup de ballons quand il drive. Sur ses drives, il n'est pas encore très performant, mais c'est pareil, c'est normal. Enfin, le mec fait 2m24, c'est un rookie. On peut pas s'attendre à ce que Day One, il drive comme un fou et qu'il soit extrêmement efficace là-dessus. Mais je pense qu'il perd beaucoup de ballons là-dessus, sur ses passes aussi. Et puis, en fait, il y a plein de choses qui justifient ces chiffres-là. Mais ce que je retiens vraiment, c'est la quantité. T'as raison, c'est en fait ce truc de Wembanyama a le potentiel de devenir à terme le seul joueur qui pourrait être efficace vraiment en tant que poseur d'écran et en tant que joueur en tant que porteur de balle. Ouais. Je pense que moi, j'ai aucun souvenir d'un mec qui jouait ces deux rôles-là avec autant d'efficacité que ce que Victor devrait faire dans les années à venir. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Donc, je pense que l'efficacité, pour le coup, on peut un peu l'ignorer, parce qu'il y a une question de contexte collectif, de contexte individuel aussi, il doit progresser sur son handle, sur ses drives et tout ça. Mais en tout cas, c'est super prometteur déjà que Popovic voit ça maintenant, qu'il mette ça en place. Et j'en ai parlé aussi avec Devin Vassell, du coup, qui disait qu'il
ils bossent là-dessus à l'entraînement. Et pour eux, dans leur duo avec Wembanyama, c'est primordial qu'ils puissent poser des écrans l'un pour l'autre. C'est vraiment pareil, un truc qui est réfléchi, un truc qui est à terme ancré dans la stratégie des Spurs. Et donc, sur les saisons à venir, on devrait voir ça peut-être de plus en plus, en fait. Et ça, pour le coup, c'est un truc qu'on voyait pas trop en début de saison. En tout cas, pas du tout en quantité. Carrément pas, ouais. Alors que fin de saison, si on a lâché les chevaux, allez, vas-y, fais ce que tu sais faire et en plus, tu le fais bien. Et surtout, je rajoute une nuance, c'est que j'ai cité des chiffres de scoring, là. L'efficacité de scoring, de ses propres tirs. Mais donc, malheureusement, c'est pas disponible sur les stats de domaine public, mais il y a toutes les passes, justement, qu'il fait sur ses piquets dans l'inversé, qui, encore une fois, allez voir le dernier match avant-dernier match contre Denver de la saison, regardez les assists de Wembanyama, c'est que des pick and roll inversés, comme on dit, donc c'est le grand qui porte la balle et le petit qui pose l'écran, et sur ces pick and roll inversés, il fait plein de magnifiques passes, quoi. Et ça, c'est, évidemment, je les ai pas citées, mais parce que elles ne sont pas recensées dans la stat et sur NBA.com, pour le coup, malheureusement, mais oui, et pourquoi, pour moi, ça peut devenir l'action la plus dangereuse du basket, littéralement. Parce qu'en fait, que se passe-t-il sur un pick and roll inversé ? Il y a un petit qui vient poser l'écran. Ok. Pourquoi c'est dangereux ? Parce que personne, et je dis bien personne, ne va vouloir switcher, en fait. Personne ne va vouloir que le petit défenseur qui est sur l'extérieur, donc qui défend l'extérieur, ne va vouloir switcher sur l'écran sur Wembanyama. Donc, que se passe-t-il concrètement ? En fait, les défenses font ce qu'on appelle un edge, donc un hard edge même, où le défenseur du poseur d'écran vient gêner, il sort un peu haut pour gêner le porteur de balle, le temps que l'autre défenseur contourne l'écran et revient en position. Et donc c'est le classique, hein, évidemment, mais sauf que, comme dit, comme personne va vouloir switcher, ça va être forcément cette couverture, et donc ça va forcément créer un décalage, parce que qui dit pas de switch et hard edge, dit que ensuite le poseur d'écran peut vite partir au panier ou alors à 3 points, et donc ça peut vraiment être létal, quoi. Donc c'est là-dessus où moi j'ai vraiment beaucoup d'espoir, parce que en plus lui il a le passing pour l'exploiter. Il y a plein d'intérieurs qui pourraient jouer ça, mais qui n'ont pas ce passing et ces instincts de passeur pour exploiter ça, alors qu'Wembanyama il a ça. Donc à partir du moment où on aura de vrais bons shooters, notamment en tant que poseur d'écran sur des pick and roll inversés, ça peut être magnifique, quoi. Donc il y a cette partie-là, et puis il y a aussi la partie de lui en tant que poseur d'écran lui-même en tant que rollman. Et là-dessus, on a un potentiel qui est assez dingue. Alors, pour l'instant, sur les chiffres d'efficacité, il est étonnamment pas si bon que ça. Il est à 1,14 points par possession. Le chiffre brut, on s'en fiche, mais parmi les joueurs qui ont un gros volume de roll, R-O-L-L, il est 12e sur 18. Bon, je pense que, à mon avis, c'est aussi du fait que lui, il fait pas que des dunks, justement. Parfois, il s'écarte un peu pour des pick and pop ou des pick and pop à mi-distance, ce genre de trucs. Donc, ils sont un peu moins efficaces, mais je pense que on peut déclarer aujourd'hui la plus grande menace de lob de toute la NBA actuellement, c'est Wembanyama. Je trouve qu'il n'y a pas trop de discussion possible, quoi. Non, il n'y a pas de débat, je pense. Ouais, on est d'accord. Mais je pense que, en fait, à terme, on va vraiment voir une efficacité immense, justement, sur ces jeux de pick and roll, que ce soit le classique ou inversé avec Victor en porteur de balle. Parce qu'en fait, au-delà de la dimension, donc, tu le dis justement, Victor, il a le passing pour trouver son coéquipier qui va cut ou qui ressort ou quoi que ce soit. Ouais. Et en plus, le jour où il va jouer, donc déjà avec un mec un peu plus physique pour commencer, parce que c'est la première chose, que l'écran soit plus rude. Quand c'est Trey Jones qui pose un écran, c'est pas un défi monstrueux de le contourner, en fait. Quand t'es un peu grand et tout ça, tu peux vite passer au-dessus. Donc une fois qu'il aura des mecs un peu plus solides autour de lui, déjà physiquement parlant, ça va prendre notre dimension. Et au-delà de ça, en fait, quand il aura des mecs autour de lui qui sont aussi pluridimensionnels, qui sont vraiment capables de driver, de ressortir à 3 points, qui ont une bonne release pour exploiter rapidement le décalage, etc. Ça va vraiment être létal, parce que du coup, tu auras Victor qui peut faire la passe, qui peut driver, qui peut tirer à 3 points, qui peut, du coup, au-delà de juste aller vers le panier et courir tranquillement, il peut juste aller choper un mismatch et exploiter facilement. Il est vraiment capable d'après tout faire sur le terrain. Donc le jour où il aura un mec à côté de lui un peu polyvalent, ça va être compliqué de comprendre comment défendre ça. Comme tu dis, tu switches pas. En même temps, contre ce duo-là, du coup, tu veux pas créer de décalage nulle part normalement, parce que tu veux vraiment pas en fait laisser quoi que ce soit à cette équipe-là. Donc j'ai eu un accent marseillais pendant 2 secondes, faire un accent dessus pendant 2 secondes. C'est à cause de moi. Mais en tout cas, je pense que ce sera complètement indéfendable. Et puis voilà, Victor en tant que poseur d'écran, ce qui fait aussi, je pense qu'il est bas en termes d'efficacité, c'est que c'est pas un très bon poseur d'écran. Il fake quasiment tous ses écrans. Ouais. C'est un truc qui me frustre un petit peu. Je sais pas si c'est parce qu'il veut pas prendre le coup de physique ou quoi, mais je le suivais déjà quand il était au Metropolitan, c'était un truc qui me frustrait déjà à l'époque. C'est qu'il vient, il fake son écran et il part direct en course ou il ressort directement. Donc la défense s'adapte vite, et puis elle a l'habitude, il est scouté maintenant évidemment. Donc ils savent qu'il va faker son écran, donc ils savent qu'il faut le suivre direct
Donc en fait, le décalage ne se crée pas systématiquement. Et puis aussi, un centre de gravité aussi haut, c'est assez dur hein, de poser un bon écran quand tu as un centre de gravité aussi haut. Paradoxalement, tu vois, on se Non, dit c'est sûr. plus t'es grand, mieux c'est. En fait, non, parfois c'est plus compliqué. Non, carrément, je pense que ça joue pas mal. Et il y a le côté aussi où du coup, Victor, c'est quand même un joueur qui est hyper actif, il bouge partout. Ça demande quand même beaucoup de ressources physiques, et en particulier quand effectivement tu as un centre de gravité aussi haut, Ouais. d'encaisser cet écran, et après de jouer ton action et de jouer pendant 40 minutes. En fait, il faut quand même que Victor, quelque part, il économise de l'énergie et qu'il économise sur les contacts. Donc je pense que c'est aussi pour ça, mais à terme, je pense qu'il va falloir quand même. Non, c'est pas qu'il faut, parce que Victor, en fait, est déjà très très bon, hein, mais ce serait vraiment positif qu'il progresse là-dessus et que c'est capable de poser de meilleurs écrans. Parce que je pense que son efficacité en tant que poseur d'écran, à ce niveau-là, du coup, elle exploserait. Et qu'est-ce que tu fais contre Victor, poseur d'écran? Pour moi, son jeu off-ball, c'est la meilleure partie pour l'instant, meilleure menace de lob de la NBA, évidemment. Et puis au-delà de ça, en fait, il peut tout faire, il peut pop. Euh, il lit super bien les défenses adverses. Donc, Oui. il y a plein d'actions. Je me souviens justement qu'il jouait off-ball. Et quand il joue pas avec le ballon, il n'a pas besoin de s'encombrer de ses dribbles compliqués. Et ok, il a un bon handle pour un mec de 2m24, mais c'est pas non plus Luka Doncic ou Kyrie Irving. Mais du coup, quand il joue off-ball, par contre, les déplacements qu'il fait sur le terrain, la manière dont il manipule la défense par sa mobilité, elle est assez exceptionnelle. Donc, quand tu pourras combiner ça avec des qualités plus traditionnelles d'intérieur, si ça arrive à un moment, je pense que c'est fini pour la NBA en fait. C'est juste, tu n'auras pas de réponse au pick and roll avec Victor Wembanyama. Voilà, fini. Et encore une fois, il y a la question des coéquipiers. Au-delà des coéquipiers qui sont impliqués directement sur l'action, il y a ce truc de quand Victor roll, si Jeremy Sohan est dans le corner, Ouais. quelqu'un peut venir en aide tranquillement. Et en fait, Victor, il peut faire le kick-out, c'est pas grave. Tu peux te repositionner, laisser Jeremy Sohan ouvert, ce qui arrive souvent quand même. C'est pas grave, c'est pas important. Et c'est le cas avec plein d'autres joueurs des Spurs qu'on peut laisser un peu ouverts, à qui on peut laisser beaucoup de tirs. Quand il sera mieux entouré, que du coup, tu auras moins d'options défensivement, il faudra retirer à ces équipes ce corner ouvert, qu'il faudra retirer l'option que le joueur du côté opposé fasse le cut, etc. Quand tu devras surveiller ça, en fait, juste ce sera fini parce que soit Victor il marque, soit il fera la passe à son coéquipier qui pourra exploiter le décalage. Et voilà, donc je pense qu'on est en train d'assister à la naissance d'une équipe qui, offensivement, va vite devenir très, très, très difficile à défendre et peut-être inarrêtable. Enfin, j'abuse parce que toutes les équipes sont arrêtables à un certain point, mais moi, ce que je vois autour de Victor, c'est le potentiel d'une équipe, mais c'est du jamais vu, offensivement parlant, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le futur avec de meilleurs coéquipiers et avec la progression, en fait, de tout le monde, y compris de Victor. Là où c'est vraiment l'arme ultime atomique, c'est que tu ne peux pas switcher en fait ce pick and roll. Que ce soit lui en tant que porteur de balle ou lui en tant que poseur d'écran, tu ne peux pas switcher. Et donc ça veut dire que le switch c'est fait pour concéder aucun décalage. Donc si tu ne peux pas switcher pour pas offrir un mismatch, soit lui quand il pose l'écran, soit lui quand il a la balle, ça veut dire que tu as un décalage quelque part. Et donc tu as une option de pick and pop, tu as une option de pick and roll, tu as un espace quelque part. Quelqu'un va avoir un espace quelque part et c'est là-dessus où je pense que, comme tu dis, le talent pour l'instant n'est pas assez bon, mais qu'il y aura un niveau de talent pur et de compétences autour qui va être largement suffisant, on aura de très très bons résultats. Tu vois, j'ai le souvenir de la double confrontation contre Phoenix en début d'année. Eux, ils ont voulu switcher, tout début de saison, ils se sont dit, allez, on va essayer. Non, Eric Gordon, il se retrouve sur Wembanyama et Wemby, il fait, non, ok, je vais au poste bas, je réclame et j'ai même pas besoin de me baisser, tu sais, je reçois la balle en haut et puis je me tourne et je fais le layup, quoi. C'est l'anti-switch ultime et juste, tu vois, imagine, je dis n'importe quoi, mais imagine sur ces pick and roll inversés où il a la balle, c'est Markkanen qui pose l'écran et qui fait le pick and pop. Létal. Imagine sur les pick and roll classiques, c'est Trae Young, le porteur de balle, qui l'envoie au alley-oop. Bon, c'est aussi pas mal, quoi. Donc je pense que effectivement, on parle beaucoup de la défense et on salive sur la défense, mais l'attaque et notamment le pick and roll, on a peut-être la meilleure double menace, peut-être qu'on n'ait jamais vu de mémoire récente, en tout cas sur le papier et sur la théorie, quoi. Carrément. Et puis en fait, ce qui est passionnant, c'est, tu vois, on parle de Markkanen, on parle de Trae Young. C'est en fait, t'as l'impression que Victor, c'est un code de triche dans la construction de l'équipe NBA, Oui. parce que t'as un nombre de duos qui est incroyable avec lui, et surtout en fait, t'as tellement d'avantages. Il couvre plein de besoins qu'une équipe devrait chercher chez d'autres joueurs, qui font que du coup, tu peux vraiment avoir une équipe qui a très très peu de points faibles. Tu vois, c'est pour ça que actuellement, Jeremy Sohan, il me frustre un peu, parce que avoir Victor sur le terrain, tu vois, au poste 5 entre guillemets, mais en tant qu'intérieur, en fait, défensivement, t'as la couverture que t'attends d'un intérieur classique, d'un bon helper, parce que on a déjà couvert le sujet, mais défensivement, il est juste merveilleux. Mais offensivement parlant, du coup, t'as pas besoin de faire le compromis t'as peut-être un moins bon shooter, t'as peut-être quelqu'un qui est moins doué sur certaines choses. En fait, c'est un peu
comme si Karl Anthony Towns était genre, je pense qu'il va être meilleur offensivement que Karl Anthony Towns à terme, mais je pense que c'est pas une vraie hot take, genre tout le monde pense ça. Et défensivement parlant, en fait, il va vite supplanter Rudy Gobert et compagnie. Donc en fait, il faut imaginer, ça va devenir le combo potentiellement en fait, tu fais pas de compromis dans la construction de ton équipe. T'as un des meilleurs intérieurs offensifs de la ligue et t'as le meilleur défenseur de la ligue. Ça, je pense qu'on peut se mouiller là-dessus. Dans ton équipe, au même moment, dans la construction de ton équipe et dans la manière dont tu joues, en fait, ça t'offre tellement d'options que je pense que, en fait, les Spurs, c'est un projet passionnant parce que ils ont plein de possibilités. Je sais pas encore si elles sont toutes équivalentes en termes de potentiel efficacité. Mais en tout cas, ils ont plein de possibilités et des possibilités létales. Donc à terme, je pense que l'équipe qui sera autour de Victor, s'il y a du talent, ça va être un bulldozer, ça va être inarrêtable. Il va même arriver à faire que des gens d'eux-mêmes viennent signer et viennent habiter à Austin et à San Antonio. Peut-être. Hein, c'est ce que dit Brian Windhorst, hein, donc je suis bien d'accord, pourquoi pas, soyons fous. Le US Benjamin Moubèche, c'est ça Brian Windhorst. J'adore les comparaisons, hein, parce qu'on m'a déjà dit... On m'a déjà appelé le Shams Charania français alors que j'ai eu 2 news dans ma vie, tu vois, donc c'était pas non plus Brian Windhorst maintenant, tu vois. J'aime bien les petites comparaisons, ça me fait toujours rire. Bon, juste, je veux quand même insister, on parle de théorie tactique pour l'instant. On ne dit pas encore que c'est le meilleur attaquant de NBA, évidemment. C'est juste que sur le papier, pour l'instant, on peut imaginer tellement de choses parce qu'il a le passing, il a la taille, il a la verticalité, il a à peu près tout. Il a le jump shot, il a le pick and pop. Donc voilà, il peut à peu près tout faire. Après, c'est vrai qu'on reste sur c'est de l'émerveillement théorique et tactique. Hein. On n'est pas encore sûr c'est le meilleur joueur du monde. On est d'accord. D'ailleurs, petit stat que j'ai envie de caler, pas pour nous freiner non plus, mais pour dire, donc j'avais relevé ces chiffres d'efficacité notamment. Et donc du début de saison jusqu'au 1er janvier, on était à 1,07 points par tir. On s'en fiche du chiffre brut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il est pas très efficace, bien en dessous de la moyenne NBA. Et depuis le 1er février jusqu'à la fin de saison, il est à peu près au 1,16 points par tir tenté, donc efficacité plus productivité sur les lancers francs, et ça c'est pile au niveau de la moyenne NBA. Donc c'est pour ça que je veux aussi insister sur ce côté, il y a théorie qui est géniale, mais en même temps c'est vrai que pour l'instant on a aussi quelqu'un qui à peine entre guillemets au niveau d'efficacité moyen de NBA. Comment est-ce qu'on l'explique aussi ? On a une répartition de sa fréquence de tir selon les zones qui est qu'il prend 37% de ses tirs au panier, 32%, donc un bon tiers dans la mi-distance qui est une zone un peu moins rentable en soi, on va dire, et puis 30% à 3 points. Et surtout en termes d'efficacité, sur le tir qu'il prend à 3 points, il est moins efficace que la moyenne, 33%, là où la moyenne elle est plutôt 35-36, cette année 37 même, mais donc il est en dessous de la moyenne pour l'instant au niveau des 3 points, 37% d'efficacité sur les tirs à mi-distance, à la fois sur les short mi-distance, la zone des flotteurs, et puis les longs mi-distance non plus, donc 37% c'est pas top non plus, hein. On commence à être bon en mi-distance autour des 40 on va dire, et puis 70% au cercle, ça on est d'accord, c'est génial. Mais voilà, je sais pas toi aussi ce que tu penses de son efficacité offensive qui pour l'instant n'est pas là, mais j'ai aussi l'impression que chez lui il y a, et c'est normal, hein, mais pour l'instant on est dans une phase de test aussi où on essaye plein de choses, il y a du déchet, c'est pas très grave, mais c'est aussi pour ça qu'on n'a peut-être pas une efficacité à la Jokic pour l'instant ou à la Embiid, c'est que on n'est pas encore génial sur le 3 points, le mi-distance ou sur même la répartition des tirs sur les zones, quoi. Pour moi, il y a vraiment 3 trucs par rapport à ça. Ouais. Pour moi, le numéro 1, c'est vraiment le fait que c'est un rookie, c'est Victor Wembanyama, ok, mais je veux dire, c'est pas non plus... il n'arrive pas avec le niveau de prime Kevin Durant ou de Nikola Jokic ou quoi que ce soit. Ouais. Il faut quand même relativiser. On s'extasie sur Victor Wembanyama parce qu'il est dans sa première année dans la ligue. Donc évidemment, on est super positif par rapport à lui parce qu'il dépasse largement les attentes. Mais par rapport à la moyenne des superstars en NBA, il reste quand même un cran en dessous, offensivement parlant. Il y a encore un monde, je pense, entre lui et Nikola Jokic. Il y a quasiment un monde entre Nikola Jokic et tout le reste de la ligue, mais c'est vraiment, c'est pas encore un joueur qui, en termes de talent, en termes de compétences, est capable d'aller dans ces sphères-là. Je pense que c'est le premier truc, c'est qu'il n'est pas encore assez fort, tout simplement, pour être vraiment sur-efficace, comme toutes les plus grandes stars de l'NBA qui dominent aujourd'hui les classements du MVP et tout ça. Le deuxième point, c'est les coéquipiers, parce que, évidemment, du coup, quand tu n'as pas de shooter autour de toi, que tu n'as pas un bon collectif autour de toi, évidemment, les défenses en NBA sont beaucoup plus concentrées sur Victor que sur, je sais pas, Kevin Durant qui joue avec Devin Booker et Bradley Beal, par exemple. Donc ça lui laisse aussi beaucoup moins d'opportunités d'être efficace. Je pense au match contre Houston, par exemple, match au pluriel.
où à chaque fois, Ime Udoka fait le travail pour, de un, lui mettre évidemment son meilleur défenseur dessus, qui a souvent été Dylan Brooks ou Jabari Smith. Et au-delà de ça, en fait, pour systématiquement le doubler, voire sur pas mal de séquences, le tripler pour qu'il perde la balle, pour qu'il prenne un tir difficile et slash impossible à prendre à la fin de l'horloge des 24. Donc en fait, il est vraiment ciblé par les défenses. Donc évidemment, ça heurte beaucoup son efficacité. Et je pense qu'à terme aussi, quand il y aura plus de spacing, quand il aura une meilleure équipe autour de lui, les stats d'efficacité vont aussi augmenter. Et pour moi, le troisième truc, c'est la dimension que tu as abordée, c'est le laboratoire. En fait, aujourd'hui, on ne fait pas en sorte que Victor soit forcément extrêmement efficace. Popovic, il a assumé toute la saison cette démarche. On va faire un petit peu tout cette saison. Ouais. On lui laisse carte blanche. On teste dans tous les domaines. Et en fait, on ne va pas se presser. On va essayer de voir dans quel domaine il est particulièrement fort, dans quel domaine il est un peu faible et il faudra travailler. En gros, il a vraiment présenté tout du long cette année comme une année d'évaluation de Victor Wembanyama. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas un rôle du tout défini. On le laisse faire absolument tout sur le terrain. Et donc, fatalement, quand tu laisses quelqu'un tout faire et que tu mets pas de choses en place concrètement, t'es moins efficace. Donc, je pense que l'année 1 de Victor Wembanyama, il faut la voir comme un développement en laboratoire, principalement. Et ça explique beaucoup son problème d'efficacité. Je pense que si demain tu dis, Victor, maintenant tu vas faire, j'abuse complètement sur le chiffre, hein, on se comprend, tu fais 40 pick and roll par match et tu vas jouer quasiment que en poseur d'écran, je pense qu'il sera quand même beaucoup plus efficace quand tu laisses jouer ses isolations à mi-distance, où il finit par prendre un turnaround fadeaway improbable. Ouais, c'est ça, ouais. Donc fatalement, en fait, il y a une question de rôle, il y a une question donc, de coéquipier, une question de talent. Et quand tu assembles tout ça, en fait, c'est logique que Victor soit pas super efficace. Et c'est ce qui fait que pour moi, maintenant, on peut s'extasier sur le potentiel de Victor. Mais offensivement, il faut rester mesuré. Victor n'est pas tout à fait dans l'élite de l'NBA. Il fait partie des très bons joueurs NBA, hein, c'est évident. Oui. Il n'est pas encore dans l'élite de l'NBA. Il n'est pas encore dans les sphères de Nikola Jokic et compagnie. Ça viendra peut-être à terme, mais il faut quand même rester patient avec ça parce que là, tout de suite, il n'est pas assez fort pour ça. Il n'est pas assez entouré pour ça. Et surtout, c'est pas l'idée de maximiser son efficacité. Aujourd'hui, on cherche encore à le développer, et tant mieux, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire actuellement. Plutôt que d'essayer de gagner 30 matchs, on en gagne 20, mais Victor grandit plus vite et on le comprend mieux. Oui, c'est là-dessus où, tu vois, en défense, pour moi, il est déjà très bon. Jeunesse ou pas jeunesse, il est déjà très bon. Pour moi, en attaque, il faut surtout voir ça comme on n'a jamais vu de telle fondation. Mais ça ne veut pas dire qu'on a encore la villa de luxe, quoi. On a des fondations qui sont magnifiques, mais la maison elle est pas encore là, et c'est tout à fait normal. C'est pas grave. Et c'est comme tu dis, le côté sélection de tir où il tente beaucoup, qui est une façon de dire que il prend des mauvais tirs parfois. C'est à mon avis, c'est comme tu dis, c'est fait partie du développement. Il teste. Donc nous on dit mais non, un fade away ou un tir sur isolation pas très efficace. Ok, mais c'est ça qui explique l'inefficacité. Mais je pense qu'à terme, ça va venir, et c'est normal, tous les jeunes joueurs galèrent un peu en termes d'efficacité. C'est juste pour préciser, non, il n'est pas encore au niveau des stars offensivement. Ça, on est d'accord. On a encore un problème d'efficacité où il est à peine dans la moyenne sur la fin de saison. Il n'est pas comme certains qui sont à plus 5, plus 10, plus 15% d'efficacité par rapport à la moyenne. Lui, il est au niveau de la moyenne parce que beaucoup de mi-distance, beaucoup de tirs un peu compliqués. Mais par contre, il y a les fondations, il y a le toucher de balle qui est une anomalie pour un mec de sa taille, avec de l'agilité, de la flexibilité. Il y avait eu la vidéo qui avait tourné en début de saison là, de son yoga. Bon, on a bien vu un match qui faisait n'importe quoi en termes de flexibilité pour sa taille. Je pense que ça aussi, les gens s'en rendent pas compte de à quel point, parce que des mecs grands, il y en a plein. En fait, il y en a peut-être plus qu'on le pense, mais sauf que des mecs grands qui sont capables d'être aussi flexibles, aussi agiles, qui ont ce toucher de balle, qui ont ces instincts naturels pour le jeu en termes de passing, de compréhension du jeu. C'est ça l'anomalie. L'anomalie, c'est le scouting report. Après, ça veut pas dire qu'on a encore le niveau MVP, parce que l'efficacité, notamment, elle est pas encore là. Mais rassurez-vous, je pense qu'il y a de quoi faire il y a un toucher de balle pour qu'on ait un très très bon jump shooter. D'ailleurs, je crois que c'est Azad qui nous en avait parlé je vais pas refaire la tirade, parce qu'il nous a fait 10 ou 15 minutes la dernière fois, il y a 2 semaines, mais on remarquait aussi une différence entre ses pull-up et ses catch and shoot. Je te cache pas que c'est dans mes stats. Oui. C'était dans mes stats. Ah, tu l'as tout à l'heure? On se le garde tout à l'heure. On se le garde tout à l'heure. Ok. Très bien. Alors, j'en parlais tout à l'heure, mais voilà, juste pour dire, on rêve devant les fondations, mais on n'a pas encore le MVP. Rassurez-vous, nous sommes pas des Français chauvins aveuglés. Ça, on est d'accord. Je te laisse à ajouter par rapport quand tu disais les rookies sont rarement efficaces. En fait, je pense que les gens ne réalisent pas que Victor, c'est normal, c'est un intérieur aussi. Hein, il y a beaucoup d'opportunités sur lesquelles il remonte son efficacité. Ouais. Parce que quand tu lui envoies un lob ou un truc comme ça, c'est des paniers faciles en fait. Donc tu boostes l'efficacité. Et si tu reprends les rookies, j'ai regardé en début de saison, ils sont jamais efficaces en fait.
Paolo Banchero l'année dernière, c'est en gros c'est 1,05 points, 0,6 points par possession, Oui. par tir centré, pardon. Donc c'est, enfin tu vois, c'est vraiment inefficace. Donc les gens étaient en mode All-Star Game d'ailleurs, on était quasiment en mode il devrait être All-Star. Enfin les gens étaient en mode il devrait être All-Star parce qu'il avait 1 point de moyenne. En fait, il faut relativiser ça. La plupart des rookies ne sont pas aussi efficaces que Victor Wembanyama. Et Victor Wembanyama n'est pas aussi efficace du tout que les superstars de la NBA. Ouais. C'est juste le phénomène normal. Et en vrai, tant mieux parce que, comme on l'a dit, en fait, je pense qu'il a déjà le niveau défenseur de l'année. S'il était arrivé en NBA, tu vois, peut-être l'année dernière, quand c'était l'année dernière pour Jackson Jr., je suis pas sûr. Oui, oui. Mais s'il était arrivé l'année dernière, je pense que ça aurait été lui le défenseur de l'année au lieu de Jackson Jr. C'était tout à fait possible, tu vois. Donc, juste cette année, il arrive sur un Rudy Gobert qui est encore une fois monstrueux. Mais il a déjà ce niveau-là défensif de dire je peux vraiment jouer en NBA, être une star NBA, etc. Offensivement, j'ai envie de dire encore heureux qu'il n'arrive pas en disant ouais, je peux déjà jouer comme Kevin Durant, je joue mon jeu, personne ne peut m'arrêter. Ouais. Enfin, ce serait presque triste en fait, tu vois. Ce serait vraiment la NBA serait déjà foutue, c'est change de chaîne, quoi, tu vois. Donc c'est bien qu'il ait encore des zones de progrès. Disons qu'il joue en mode facile, mais pas encore en mode très facile. Il joue la vie en mode facile. Il n'est pas quand même au niveau 99 sur 100 dès l'année numéro 1. Clairement. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.